On est parti pour le petit point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, un programme un peu plus étoffé que les derniers points actu. Un peu plus de choses différentes, pas plus dense, mais plus de diversité, on va dire. On va commencer par le sommaire, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler un petit peu codec avec l'arrivée de l'AV1 sur Netflix. On va parler un petit peu, on va expliquer ce qu'est un codec et qu'est-ce que peut changer l'AV1 par rapport à ce qu'on utilise déjà. Ensuite, on parlera rapidement du Steam Deck, victime à son tour de la pénurie de composants et donc un report, triste report quand même, parce que à la base ça devait être disponible pour Noël et finalement ça ne le sera pas et tout le monde l'aura pas en même temps, donc ça a l'air d'être un peu la crise du côté de Valve pour fabriquer les Steam Deck. On parlera rapidement mémoire avec des annonces de l'OCP Summit 2021. Rien de rien qui va vous toucher directement, on va plus parler du futur et des mémoires plus destinées aux professionnels dans un premier temps. Mais comme vous savez, ce qui est pour les professionnels dans un premier temps arrive en général après quelques années pour le marché grand public, donc c'est aussi intéressant. Bien sûr, comme à chaque point actu hardware de ces derniers temps, on va parler d'Intel, hein. On sortit leur 12e génération, on a encore pas mal de trucs à dire sur cette 12e génération et pas que, donc assez intéressant. On parlera rapidement des processeurs AMD aussi avec visiblement une baisse de prix sur les Ryzen 5000 d'AMD. Très bons processeurs qui, s'ils sont à des prix intéressants, peuvent être très attractifs. Et on verra que certains modèles sont très attractifs. On parlera carte graphique. Bon, ces derniers temps, j'hésitais régulièrement à parler de carte graphique parce que bah, quand on parle des prix et des disponibilités, on pleure. On n'y coupera pas, on parlera un peu prix et disponibilité, on pleurera, mais on parlera aussi des cartes graphiques du futur avec des promesses assez énormes de la part d'AMD comme Nvidia sur leur prochaine génération, en termes de performance bien sûr. Pour les autres aspects, on a d'autres problèmes, on en parlera bien sûr. Et vu que j'ai décidé de ne pas finir sur les cartes graphiques pour ne pas finir sur, voilà, sur la tristesse infinie, on finira par du jeu vidéo avec un petit récap des ventes sur la semaine passée sur différentes plateformes et différents supports. C'est assez intéressant. Moi j'aime bien suivre les ventes de jeux. Je trouve que c'est intéressant de voir les tendances sur les jeux vidéo. Et les ventes représentent assez bien les tendances. On va du coup... rien de grave, le chat qui veut sortir. On va du coup on va commencer avec l'AV1. L'AV1. Je vais essayer de ne pas perdre tout le monde dès la première minute, mais on va parler rapidement de codec. Codec, AV1, Netflix. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce qu'un codec? Alors, pour faire simple, c'est de manière très simplifiée, mais en gros, le codec, c'est ce qui fait la compression-décompression des données pour avoir un transfert soit plus qualitatif, soit moins lourd. Donc on est sur les codecs, on est sur un rapport débit-qualité qui est très important. Et c'est ce qui permet par exemple à chacun d'entre vous de recevoir un flux 4K sur Netflix, regarder une série ou un film en 4K, sans que ça mange toute votre connexion, parce que la 4K est quand même déjà assez exigeante en débit, et tout le monde n'est pas équipé de la fibre, par exemple. Ce serait quand même dommage que tous les gens qui n'aient pas la fibre ne puissent pas bénéficier de la 4K sur Netflix. Donc, petit codec qui arrive à compresser ça et à vous envoyer ça sans forcément surcharger les bandes passantes. Même si on sait que Netflix, notamment pendant le confinement, a été un peu décrié là-dessus, qu'il représenterait trop de bandes passantes et il mangeait trop, il mangeait trop pour l'Europe notamment. Donc, donc la V1,
c'est potentiellement quelque chose qui pourra arranger ça. Le principe de la V1, c'est d'avoir un rapport de compression toujours plus important, sans avoir de perte de qualité, voire avoir une augmentation de la qualité d'image et d'avoir une fluidité encore meilleure que ce qui se fait actuellement. À l'heure actuelle, on utilise principalement cela, H264, H265. On a entendu parler du H266 pour potentiellement des définitions supérieures à la 4K. Le H266 est pas vraiment utilisé, en tout cas clairement pas pour le grand public à l'heure actuelle, alors que le H264 et H265 est déjà largement utilisé. Pourquoi ne pas utiliser par exemple ce H266 qui est du coup l'évolution du H265 qui est lui-même l'évolution du H264. Je le dirai qu'une fois. Tout simplement parce que ça appartient à des gens, c'est quelque chose qui n'est pas du tout open source, pas du tout ouvert, alors que la V1 est un codec ouvert, utilisable par tout le monde gratuitement, bidouillable par tout le monde gratuitement, et, euh, et surtout, ce qui est très important, c'est gratuitement. C'est ça aussi. Pas besoin de payer, là où pour les autres, il faudra lâcher un peu d'argent, des royalties aux détenteurs de droits de ces codecs. Donc, l'intérêt, euh, l'intérêt en tout cas pour Netflix est énorme, ça coûtera moins cher, donc déjà Netflix il se régale, et ensuite potentiellement euh, une meilleure image avec un débit plus faible. Donc pourquoi pas, une meilleure stabilité, tout ça. D'autant plus que là on parle de Netflix parce que c'est les premiers à vouloir un peu le démocratiser. Mais derrière ce codec AV1, on a du gros monde. Parce que du coup c'est un codec qui est développé par l'Alliance for Open Media, qui regroupe quelques petits noms hein, du numérique, Amazon, Apple, ARM, Cisco, Facebook, Google, IBM, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix et Nvidia. Donc voilà, c'est pas n'importe qui pousse pour ça. Et en plus, bah, bien sûr, ils nous annoncent des gains, hein, des gains. Sinon, il faut bien nous donner envie de passer à cette solution. Donc, petite gain de 30% par rapport au codec concurrent, notamment le H265 et le VP9. Je connais un peu moins le VP9, j'avoue. Je me demande si c'est pas, je me demande si c'est pas Google, mais Google fait partie aussi de. Donc je préfère pas dire de bêtises, je connais pas trop le VP9. Euh, et aussi le dernier truc qui est important à souligner, c'est que en plus d'améliorer les conditions actuelles, ce nouveau codec servirait aussi pour l'arrivée du contenu 8K. Alors, la 8K, c'est compliqué, 8K ça coûte cher, très peu de gens ont du matériel compatible 8K à l'heure actuelle, mais ça commence à arriver, pour l'instant dans de l'ultra premium à des tarifs assez astronomiques, mais comme la 4K, normalement ça devrait se démocratiser et pour certains c'est l'aboutissement quasiment final de la définition, hein, ce serait du 8K partout et pas forcément plus. En tout cas pour le contenu télé. Après, peut-être que pour le contenu pro, on peut imaginer d'autres trucs, mais pour le grand public, beaucoup de gens pensent qu'on s'arrêtera à la 8K, on ne sait pas. Euh, du coup, en théorie, c'est quand même pas mal, ça apporte quand même pas mal de trucs, mais comme d'habitude, il y a des problèmes, hein, rien n'est jamais tout rose. Le problème de ce nouveau codec, c'est la compatibilité. Comme c'est écrit ici, peu d'appareils compatibles. Oui, c'est vrai. Euh, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop, je vais te dire comme ça plutôt, je ne sais pas trop ce qu'ils peuvent faire avec la compatibilité. Est-ce qu'il faudra forcément du nouveau matériel pour rendre les appareils compatibles ou si une simple mise à jour logicielle peut permettre sur certains appareils d'être compatibles, tout ça sera forcément conditionné par
la puissance, la puissance de calcul des processeurs à l'intérieur de vos appareils, hein, parce que voilà, si c'est pas quelque chose qui a été mis en place directement, c'est probablement parce que ça demande quand même une puissance de calcul relativement importante par rapport à ce qui se faisait avant. Et bien sûr, on parle de puissance de calcul de télé ou ce genre de truc, hein, pas de PC, rien à voir avec l'Intel 12e génération par exemple. Mais en tout cas, la promesse est pas mal, aussi bien du côté de Netflix qui eux économiseront de l'argent, donc ils se régalent, et pour nous consommateurs, nous permettent avec potentiellement une connexion moins bonne de recevoir un flux 4K stable, qualitatif, sans baisse de définition. Vous savez, parfois quand vous avez Internet pas très stable, la définition varie pour justement ne pas avoir de coupure. Donc là, ils promettent moins ce genre de choses, moins de baisse de définition pendant la lecture du contenu. Et potentiellement dans le futur la 8K. Donc, yes, grave, pourquoi pas. Faudra juste voir la compatibilité. Parce que pour l'instant, ce qui est compatible, c'est de l'ultra premium. L'ultra premium en termes de télé, voilà, on dit qu'on peut acheter une petite Fire TV Stick 4K Max d'Amazon pour avoir la compatibilité. Mais sinon, en termes de compatibilité native sur les télés, voilà, on est sur de l'OLED, on est sur des télés qui coûtent très très cher. Donc, je suis assez curieux. Voilà, voilà ce qu'ils nous annoncent comme petit truc, hein. Temps de lancement amélioré de 2%, 2%, incroyable, non c'est faux. Euh, les baisses de qualité réduites jusqu'à 38%. Donc des trucs sympas, un peu difficiles d'accès je trouve. C'est les codecs, franchement, déjà quand tu lis codec et que tu sais pas ce que c'est, bah t'as pas forcément envie d'aller te renseigner. C'est souvent beaucoup de jargon technique et assez lourd. Mais pour faire simple, le codec, c'est le petit algorithme qui vient compresser et décompresser, compresser d'un côté et décompresser de l'autre les données pour vous permettre d'avoir un flux qualitatif et stable avec des connexions qui sont pas toujours qualitatives et stables. Donc intéressant à voir comment ça débarquera dans le futur, mais en vrai je pense que ça va, vu par qui c'est poussé, vu le potentiel du truc et vu l'intérêt, notamment le fait que ça soit ouvert et sans avoir à payer, je pense que ça va vite se démocratiser. Et si les gains sont vraiment présents et significatifs par rapport aux anciens codecs, l'adoption devrait être assez rapide. En tout cas pour les nouveaux appareils. Après, comme je vous dis, la compatibilité avec les appareils déjà sortis, à voir. À voir, je vous avoue que je ne sais pas, donc je préfère pas dire de bêtises. On verra dans le futur. Mais toujours sympa ce petit codec. Bon, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde. Je pense que si, mais revenez, revenez, on va parler du Steam Deck. Steam Deck de Valve, la console portable concurrente de la Switch. Non, peut-être pas concurrente de la Switch, parce que ça s'adresse pas vraiment aux mêmes personnes. Mais la console portable de Valve, qui avait été annoncée en grande pompe et qui avait intéressé pas mal de monde, en vrai. Parce que voilà, ça nous donnait déjà un retour des consoles portables qui n'existent plus trop, à part la Switch, qui a encore son segment un peu à part. Mais sinon, la plupart, aujourd'hui, les consoles portables, ce sont nos smartphones hein, qui sont de vraies consoles portables, hein, qui sont vraiment qui sont puissantes et tout, qui ont une interface propice au jeu, une compatibilité manette, tout ça. Donc, on avait un peu abandonné les consoles portables, mais Valve, ils y croient. Ils y croient, donc ils y vont. Ils avaient annoncé une sortie pour décembre, ce qui a régalé plein de gens. Plein de gens ont eu leur Steam Deck sous le sapin. Malheureusement, la crise des composants est passée par là. C'est pas les seuls à être touchés par ce problème. Et report. Report du Steam Deck. Un peu triste. Report en plus avec une date à prendre avec des pincettes, visiblement, parce que beaucoup d'articles parlent de février 2022 à la place de décembre 2021. Donc déjà 3 mois de retard. Déjà. Et en plus, visiblement, cette date de février 2022 a été
obtenu grâce aux mails envoyés aux personnes qui avaient précommandé le Steam Deck. Mais visiblement, tout le monde n'a pas eu la date de février 2022. Certains ont juste eu l'année 2022. Donc, visiblement, la production, c'est la galère. Visiblement, déjà, ils peuvent pas tenir leur délai. Parce que c'était décembre, mais ils repoussent à février. Et visiblement, en plus de ça, même février, ce sera un peu juste. Enfin, ce sera trop juste pour tout le monde. Certains n'auront pas la chance de l'avoir en février et l'auront probablement plus tard. Espérons que ce ne soit pas longtemps plus tard quand même. Parce que sinon, voilà, sinon on va finir par atteindre le report de 1 an. Mais un peu triste pour cette console qui est quand même pas mal attendue, qui bénéficie forcément énormément de la plateforme Steam et donc de plein de jeux qui devraient être compatibles à la sortie du Steam Deck et plein de jeux qui s'ajouteront, plein de jeux qui deviendront compatibles par la suite. Donc beaucoup d'attentes hein, vraiment sur cette console qui est en vrai un PC, un PC ultra compact, portable hein, en vrai, mais, j'attends de voir un peu le retour. Euh, c'est une console qui avait été accueillie un peu. Soit les gens ils trouvaient ça fou, soit ils trouvaient ça éclaté au sol. Moi j'avoue que je suis un peu partagé. Et je trouve qu'il y a du potentiel, mais ça va beaucoup dépendre de ce qui sera compatible, de comment sera l'interface et l'expérience utilisateur, et aussi l'expérience de jeu, qui est quand même l'élément le plus important. Ça reste une console portable, donc est-ce que l'expérience de jeu sera bonne, fluide, réactive, tout ça? Faudra voir. Mais petite tristesse pour tous les gens qui espéraient passer leurs vacances de Noël fixées sur leur Steam Deck à poncer tel ou tel jeu. Je vois ici Hades par exemple, incroyable, Hades. Meilleur jeu ever. Euh, donc il faudra attendre un peu. Quand même assez dommage. Et encore une fois, ça montre que cette pénurie est loin d'être partie et loin d'être terminée et continue à impacter beaucoup de secteurs et beaucoup d'acteurs euh, de la tech, mais pas que en vrai. Donc j'espère qu'on en sortira un jour, mais c'est clairement pas gagné. On va passer à deux petites annonces de l'OCP Summit 2021. Alors, l'OCP, c'est l'Open Compute Project Summit 2021. J'avoue que je me suis même pas renseigné où c'était, où ça avait lieu et quels étaient les acteurs qui y participent, mais ça a l'air d'être un truc très pro et très technologie du futur, plus que un salon où on présente les produits qu'on va sortir prochainement. Là, ça a l'air d'être plus vision à long terme de ce qui sortira dans les 10-15 ans à venir. Et d'abord, première news, on va parler de SK Hynix qui est un grand acteur des puces de mémoire. Hein, là-dessus, c'est pas des petits nouveaux. Et il nous parle de la mémoire du turfu. Alors nous on adore, enfin moi j'adore avoir une petite vision de la technologie du futur et ce qu'elle pourra nous apporter. On n'est pas sur une révolution, malheureusement. On est sur l'HBM3, évolution de l'HBM2, une technologie de mémoire utilisée déjà à l'heure actuelle, pas pour nous, pas pour les gamers, pas pour les joueurs PC, tout ça, pour les pros, pour les supercalculateurs, pour les data centers, pour tous les gens qui achètent du matériel qui vaut 10 000 euros et plus. Euh, mais c'est notamment la mémoire qui équipe les puces à quelque chose de Nvidia, par exemple, donc les cartes, les cartes graphiques pour les hypercalculateurs et pour les data centers, c'est de la mémoire hyper performante, hyper chère aussi au passage, et en vrai c'est la mémoire la plus performante qu'on utilise à l'heure actuelle sur du matériel, pas du tout grand public, déjà professionnel, et en plus voilà, un marché de niche des pros pour les pros, quoi. C'est vraiment très peu utilisé, mais c'est le top en termes de matos.
Donc là, on nous présente le turfu, l'évolution, la suite. On nous dit qu'on pourra empiler 12 puces de 2 Go, donc 24 Go de mémoire. C'est de la mémoire dédiée, hein. C'est pas du disque dur et tout, c'est de la mémoire très très performante. 24 Go à 6400 mégabits par seconde. Ça met bien, ça met bien. Petite bande passante. Voilà, petite bande passante qui régale. Si jamais vous avez besoin d'une bande passante de 819,2 gigaoctets secondes, il vous faudra de l'HBM3 que vous ne trouverez nulle part pour l'instant. Mais, euh, mais c'est le turfu. Euh, et bien sûr, on a dit, on empile des puces de 2 Go, mais on peut en plus empiler plusieurs piles, ce qui peut nous donner un total de, si on veut, 288 Go de mémoire. Imaginez sur une petite carte graphique, petite RTX 5090 avec 288 Go de mémoire dédiée et une bande passante maximale théorique de 9,8 Teraoctets secondes. Donc le futur, hein, le futur est déjà là. Non, déjà on va attendre de. Moi je suis curieux de voir si un jour. Le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont très très onéreuses, très très chères. Donc je suis même pas sûr qu'un jour ça débarque vraiment pour le grand public. Ou alors dans relativement longtemps. Et je pense que c'est quand même le genre de tech qui probablement restera pour un secteur professionnel au vu du coût du matériel. Mais on continue d'avancer, on continue de. Là, on n'est pas vraiment dans l'innovation, on est plus dans le perfectionnement des technologies actuelles, vu qu'on passe de l'HBM2 à l'HBM3, mais on continue d'avancer, et c'est assez intéressant qu'on puisse continuer d'avancer comme ça, encore et toujours, sans avoir forcément trop de contraintes. Il arrivera un moment où on aura des contraintes et ça deviendra plus compliqué de faire plus performant, mais visiblement on n'y est pas encore, et on a encore des beaux jours à venir pour la mémoire. Autre type de mémoire et autre acteur, aussi gros acteur de la mémoire mondiale, hein, on va parler de Seagate qui nous parle de HDD NVMe. Encore une fois, on parle pas du tout du grand public. Quand j'ai lu ce titre, je me suis dit what the fuck, dans quel monde, je peux avoir besoin ou envie d'avoir un disque dur traditionnel en NVMe, NVMe qui est du coup la norme de connectique pour les SSD format M2 là. Euh, Là où aujourd'hui les disques durs dans nos PC sont branchés en SATA, bien sûr, et ne sont pas du tout bridés par cette connectique. Pourquoi du coup passer à autre chose, sachant qu'on n'est pas bridé, et il le mentionne bien là, hein, euh, donc pas ici, on est ici. Voilà, à l'heure actuelle, on sature avec un disque dur traditionnel, on sature même pas une voie PCI Express 2.0. Voilà, à peine. Donc on sature encore moins une voie SATA 3 qui a une bande passante bien plus inférieure. Et toujours moins le SAS 2.0. Alors le SAS, si je ne me trompe pas, c'est histoire de relier plusieurs disques durs entre eux, je crois, non? C'est pas une histoire de RAID ou un truc comme ça? Je dis peut-être des bêtises. Mais du coup, quand on lit ça, on se dit bah pourquoi ils veulent, quel est l'intérêt d'aller changer la connectique alors qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout limité par ça. Et bah c'est pour les data centers, donc pas du tout nous. Et eux, visiblement, ils y ont un intérêt. Et oui, pas tout de suite, mais petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'intérêt. Parce que déjà, dans les data centers, on a énormément de disques durs, déjà. Et, euh, et on a aussi des disques durs qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez dans vos PC. On a des disques durs déjà très grande capacité avec potentiellement multi-actionneurs, donc des débits plus importants que les disques durs traditionnels que vous avez dans vos PC. Et du coup, là, on pourrait avoir dans le futur besoin de connectiques qui seraient avec des bandes passantes plus importantes pour ne pas être limité. Et du coup, on y voit l'intérêt. Deuxième point, les SSD qui sont de plus en plus présents. Et du coup, ça pose un peu des problèmes dans les data centers. Ils doivent avoir en même temps tout ce qui est
connectique NVMe pour les SSD et aussi tout ce qui est connectique SATA pour les disques durs, ce qui impose du matériel en plus et ce qui n'est pas forcément pratique. Et du coup, il y a un monde où Seagate se dit, bah, si tout se branche en NVMe, on s'embête moins, l'intégration est plus simple, ça demande moins de place, la flexibilité est plus importante, tout ça. Et on sait que, alors le disque dur va pas disparaître, c'est sûr, mais le SSD va prendre de plus en plus de place dans nos vies au quotidien, c'est déjà fait, mais aussi dans les data centers, là où ça a encore un peu de mal, notamment à cause de la durée de vie des SSD par rapport au disque dur, et aussi le prix au giga. Mais c'est quelque chose qui évolue petit à petit, les SSD sont de moins en moins chers, euh, aussi de plus en plus performants, mais du coup là ils sont pas de moins en moins chers. Euh, donc, euh, donc ils veulent aller là-dessus. Est-ce que ça va arriver dans nos PC personnels? Pas tout de suite. Pas tout de suite, c'est sûr. Est-ce que ça arrivera un jour? Bah, je sais pas, hein, je suis pas. J'aimerais bien, mais je suis pas voyant. Donc je suis pas capable de vous dire l'avenir. Mais je suis pas convaincu que ça arrive vraiment pour le grand public. Par contre, pour les data centers, je pense qu'il y a un intérêt. Après, encore une fois, déjà on va attendre d'avoir les premiers vrais disques durs NVMe. Et ensuite, on attendra de voir la note, combien coûte le disque dur NVMe, parce que à mon avis, il sera bien plus cher que le prix de nos disques durs classiques, qui sont quand même très peu chers, hein, au giga ou au téra, par rapport à un SSD, c'est quand même très accessible. Donc, il faudra pas mal de temps, je pense, avant que ça arrive jusque dans nos machines. On a fini avec l'OCP Summit et on va passer au bleu. Parler Intel, hein. On parle tout le temps Intel en ce moment, bien sûr. Pourtant, ils ont sorti leur 12e génération. On a envie d'en parler. Pour une fois qu'on a envie de parler d'Intel, vous avez tellement déçu avec leur 11e génération, qu'on est heureux de pouvoir parler en bien d'Intel. Enfin, en tout cas, moi, je suis heureux de pouvoir parler en bien d'Intel, une marque que j'apprécie. J'ai eu longtemps des processeurs Intel, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais je vous avoue que sur cette 12e génération, bon, j'ai pas encore vu la génération qui arrive côté AMD, mais cette 12e génération me fait très envie. Et si aujourd'hui je devais acheter un nouveau processeur, il y a des chances que j'ai envie d'avoir un petit 12 000 quelque chose. Peut-être pas le i9, hein, parce que c'est très cher, mais un i5, i7. Franchement, le i5 12e génération, et pour moi, c'est un petit bijou. Euh, mais je m'égare. On va pas parler tout de suite du i5, on va parler des prix. On va parler un peu du i5, mais on va parler des prix. Et déjà, et ça c'est assez incroyable, déjà, les processeurs Intel qui baissent de prix, c'est assez fou. Déjà, ça veut dire un truc, ça veut dire qu'il y en a, et ça c'est pas mal. Contrairement aux processeurs AMD, les Ryzen 5000, qui, à leur sortie, étaient très peu disponibles et du coup ont monté en prix très rapidement jusqu'à atteindre des prix déraisonnables. Un peu moins le cas aujourd'hui, heureusement. Mais là, Intel, ils ont visiblement réussi leur sortie. Ils avaient assez de produits en stock pour déjà survivre à la première vague d'acheteurs. Et ensuite, euh, ils ont décidé d'avoir quand même un comportement assez agressif. Petite baisse de prix, moins 10% sur certains. Alors là, on parle du i5, par exemple, qui passe de 350 à 327. C'est pas une grosse baisse, mais c'est quand même une baisse sur un produit qui est tout juste sorti, ce qui est quand même assez important. Et par contre, le i9, effectivement, on a une vraie baisse, hein, parce qu'on passe de 740 à 670, ce qui est une baisse vraiment significative sur un produit tout juste sorti. En plus, le i9, c'est quand même l'ultra haut de gamme de cette 12e génération. Et, ils osent faire une baisse dans les jours qui suivent la sortie. Je trouve ça assez impressionnant. Alors c'est pas le cas sur tous les sites. Je suis allé checker, on verra un peu après, mais faites différents sites si vous voulez absolument acheter un processeur Intel 12e génération. Certains ont appliqué la baisse de prix, pas d'autres. Je vous en dis pas plus. Vous ferez vos propres recherches. Mais en tout cas, cette 12e génération, elle régale, hein. Elle apporte
de la performance, de la compatibilité avec des technologies qui arrivent, PCI Express 5.0, DDR5. Non, en vrai, pas grand-chose à lui reprocher. Elle est disponible. C'est, pour moi, c'est une sortie réussie de la part d'Intel. Et, et, et c'est vraiment impressionnant, d'autant plus que la plupart des acteurs du numérique ont sorti des produits depuis quoi? Depuis 2 ans. C'est compliqué. À part Apple, qui s'en est à peu près bien sorti au niveau disponibilité et tout. Les autres, ils ont été en galère. Certains sont encore en galère plus d'un an après la sortie de leurs produits. Petite pensée à Nvidia, hein, on vous embrasse. Euh, donc, euh, donc en vrai, c'est vraiment bien joué. Félicitations Intel, vous avez cartonné, vous avez fait une belle sortie, vous avez sorti des bons produits à des prix raisonnables, ils sont disponibles. Vous faites même une petite baisse de prix sur les premières heures de vie du produit. Enfin, incroyable, juste incroyable. Franchement, bravo. On continue avec Intel avec un truc. Ça, c'est une question que je me suis posée. Et du coup, je me suis dit, si je me la suis posée, peut-être d'autres personnes se la sont posées. Donc, je suis allé voir si certains avaient écrit des articles. J'ai trouvé un petit article intéressant. Je voulais voir l'influence de la DDR5 par rapport à la DDR4 sur cette 12e génération de processeurs. Première génération qui prend en charge la DDR5, mais qui garde aussi la compatibilité avec la DDR4, ça on apprécie, parce que la DDR5 est encore très chère. Et je voulais savoir si cette DDR5 révolutionnait ou pas la mémoire. Est-ce que le gain en performance est significatif par rapport à de la DDR4? Pour savoir, il faut faire un petit test. Bien sûr, on utilise ici un i9 12e génération et on utilise deux cartes mères parce que jusqu'à maintenant, les cartes mères sont soit compatibles DDR4, soit compatibles DDR5, mais pas les deux. Donc il faut deux cartes mères différentes. Plusieurs kits de mémoire testés. Ici, on a 5 kits. On a un seul kit DDR5 de la marque Corsair. Du coup, 2 x 16 Go à 5200 MHz. Principe de la DDR5, c'est que, on va le voir un peu après, c'est que les fréquences sont plus élevées, mais la latence est aussi plus élevée. Il faut voir où est l'équilibre. Et ensuite, on compare à de la DDR4 plutôt classique, encore Corsair, à 3600 MHz. Ça, c'est la classique. Ensuite, on monte pas du tout. Ensuite, on teste une autre marque, aussi à 3600 MHz, avec un peu moins de latence. Ici, on est CAS 14 et ici, on est CAS 18. Donc, un peu moins de latence. Et après, on va tester de la DDR4 haute fréquence. Ici, de la Kingston à 5333 MHz. C'est les plus hautes fréquences sur la DDR4, je crois. Et ici, du 4000 MHz. Avant de voir les détails, les résultats des tests, je trouvais que ce petit tableau était assez intéressant. On va pas tout détailler, mais en gros, il explique assez bien les différences entre les deux technologies. Et on a même un petit avantage de la DDR5. On va juste regarder les avantages, parce que sinon c'est un peu technique et un peu chiant. Mais du coup, les avantages, on a une bande passante plus importante. Donc là-dessus, on apprécie. On a besoin de moins d'énergie lower power. Vous voyez, on a 0,1 volt en moins. On a une meilleure efficacité énergétique et une meilleure comment on traduit scalability, évolutivité, un truc dans le genre. En gros, on peut en mettre plus, quoi. Voilà. Mais fréquence, oula, faut que je remette les mots dans le bon ordre. Fréquence de mémoire plus importante, meilleure stabilité, higher memory efficiency, donc une efficacité de mémoire plus importante. Ça doit pas être ça la vraie traduction. En tout cas, sur le papier, on est meilleur en quasiment tout, sauf en latence. En vrai, c'est ça le principal problème à l'heure actuelle de la DDR5. Ça va plus vite tout ça, mais la latence, c'est moins performant.
La preuve, si on est sur du CAS 36, là où sur la DDR4, on est sur du 18, du 14, du 20 pour celle qui a la moins bonne latence, ou du 19. Donc, donc voilà. Ensuite, après avoir détaillé les différences, ce qu'on veut savoir, c'est les résultats. Et en vrai, les résultats, bah, c'est pas flagrant. Vous voyez ici en bleu, vous avez la DDR5 et toutes les autres. En fait, ce qu'il faut, je vais pas vous faire tous les graphes parce que pareil, c'est un peu chiant. Mais ce qu'il faut en conclure, c'est que à l'heure actuelle, sur ces premiers kits, c'est ça aussi qu'il faut mentionner, sur ces premiers kits de DDR5 sortis, ce qui est encore tout récent, tout nouveau, tout neuf, tout joli, on est mieux que de la DDR4 traditionnelle à 3600 MHz. Ça oui. Sur à peu près tout. À peu près tout. C'est plus ou moins flagrant, mais à peu près tout. Après, si on, si on part sur des mémoires qui sont à plus de 3600 MHz en DDR4, la différence n'est pas significative. Voire parfois la DDR4 est plus performante. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas un énorme intérêt à passer sur la DDR5. Est-ce que ça va s'améliorer? Oui, j'imagine. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas un énorme intérêt. Dernier truc à prendre en compte, c'est le coût. La DDR5 est plus chère que la DDR4. Oui, c'est vrai. Petit exemple très simple. Ici, DDR4 Corsair, on a pour en gros 200 euros les 32 Go 2x16. Pour la DDR5, on est plus, on est plus sur du double. On est plus sur du 400 euros. En gros, pour faire simple, hein, après les prix, ça diffère suivant le site, tout ça. Donc la DDR5 est plus chère. Après, la DDR4 avec des hautes fréquences est aussi très très chère. Parce que pas du tout standard, pas du tout la norme, pas du tout les produits vendus en masse. Donc honnêtement, je suis allé regarder rapidement les DDR4 4000 et 5333. On est quasiment sur les prix de la DDR5. Honnêtement, quasiment les prix de la DDR5. Dernier point, la carte mère. Je suis aussi allé voir, les cartes mères DDR5 coûtent en général plus cher que les cartes mères DDR4. Je parle avec le même... Enfin, ces cartes mères qui viennent de sortir Intel pour socket 1700, là, pour la 12e génération. En général, les DDR5 coûtent un peu plus cher, jusqu'à beaucoup plus cher pour les modèles très haut de gamme. Honnêtement, je suis très hypé par la DDR5, mais là, de ce que ressort ces tests, pas trop envie de payer, d'alourdir la note pour avoir une carte mère DDR5 et des barrettes de RAM DDR5 qui seront pas vraiment plus performantes, pas significativement en tout cas. Donc, euh, donc pour l'instant, on n'est qu'au début, c'est encore loin d'être la norme, on va encore peaufiner la technologie, mais le gain n'est pas significatif. Voilà ce qu'il faut en ressortir. On continue toujours avec Intel, il nous reste deux petites actus Intel et après petit point stock sur les processeurs Intel et après on passera aux cartes graphiques. Ah non, on aura une petite news AMD aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On continue avec Intel du coup, Intel qui continue de parler de cette 12e génération avec les modèles T. Les modèles T sont alors on connaît les modèles K qui ont les coefficients débloqués, on connaît les modèles F qui n'ont pas de partie graphique intégrée, modèle KF, coefficient débloqué, pas de partie graphique intégrée. Le modèle T, lui, n'a rien à voir avec ça. Lui, il est là pour ne pas chauffer. Il a du coup un TDP, donc une émission de chaleur de 35 watts. Donc il ne chauffera pas beaucoup là où on a vu que sur la 12e génération, les modèles K, si on enlève le i5, les autres vont, surtout le i9, hein, va pouvoir venir voilà, sucer votre alimentation un peu trop, un peu beaucoup, surtout quand il est en mode max, en mode burn. Là, on a vu, hein, ça,
faut avoir une solide alim, surtout si en plus d'avoir un Intel 12e génération, vous avez une carte Nvidia 3000 là, faut avoir une vraie alim. Salut Elado. Oh, la première fois sur mon live, un plaisir de t'accueillir. Donc, ces modèles T, ils servent à quoi? Ils servent principalement aux petits PC, mini, format ITX, tout ça, là où on n'a pas trop la place de faire rentrer une solution de refroidissement adéquate. Ou alors, si vous voulez juste quelque chose qui est ultra silencieux, pourquoi pas avec un petit ventirad, bah, du coup, juste radiateur, du coup, avoir que un refroidissement passif pour, je sais pas, un petit PC dans le salon qui fasse pas de bruit, ce genre de truc. Bien sûr, on y perd en performance, hein, faut pas rêver. S'il chauffe moins, c'est aussi qu'il fonctionne moins vite et donc voilà, ça va dépendre de quels sont vos besoins, mais ça reste des très bons processeurs si vous n'avez pas besoin de performance à tout prix. Et pour tous les petites stations de travail, tous les petits PC multimédia, tout ça, ça régale. Ça rentre dans des petits boîtiers avec vraiment une solution de refroidissement très basique, même les anciens ventirad stock de Intel, qu'ils ont abandonné bien sûr, ça marchait très bien. Donc en vrai c'est les processeurs qui vont être les plus vendus, hein. C'est aussi des processeurs qui vont être intégrés dans plein de machines que vous achèterez déjà assemblées. Donc je suis assez impatient d'avoir les bench en termes de perf comparé au modèle K pour voir la perte, parce qu'il y aura une perte, c'est sûr. Mais est-ce que la perte est si importante que ça? À voir, à voir, à voir. Et puis avec leur petite triche de cœur performance et de cœur efficience, il y a moyen d'avoir des petits trucs quand même relativement robustes, qui seront en plus moins chers que les modèles K et F. Donc j'attends de voir les bench, et j'attends d'ailleurs de voir la suite de cette 12e génération, parce que pour l'instant voilà, on a eu ce qui marche le mieux en vitrine, hein, les trucs les plus performants, les trucs qui coûtent les plus chers, les trucs optimales pour le gaming, mais pas forcément ce qui va se vendre le plus. Donc ces petits modèles T ou même la 12e génération mobile que j'attends avec impatience parce que va y avoir du combat, notamment avec Apple et ses nouvelles puces M1 qui tabassent. Donc on verra bientôt. Ça devrait arriver bientôt. Au moins les premiers leaks de benchmark et tout. Ça devrait arriver bientôt. Dernière petite actu Intel. On va parler PCI Express 5.0 et chipset B660. Bon là j'ai perdu tout le monde en disant ces deux mots, bien sûr. Pour l'instant, on a eu la 12e génération avec les nouvelles cartes mères compatibles qui sont Z690. Ça, c'est le chipset haut de gamme, celui que vous payez cher. Mais il existe toujours un chipset un peu plus abordable voilà, qui enlève quelques... En général, c'est souvent des connectiques. On a moins de connectiques et moins de compatibilité. Mais on y gagne en payant beaucoup moins cher en général. Et visiblement, ce ne sont que des rumeurs, rien d'officiel, mais visiblement, si vous prenez ces futures cartes mères B660, vous n'aurez pas la compatibilité PCI Express 5.0 qui est apportée par cette nouvelle génération Intel. Ce qui est un peu bizarre, parce que cette compatibilité, elle se fait via le processeur. Donc ce serait quand même un espèce de bridage interne. Mais on est sur la rumeur, pour l'instant on attendra d'avoir des vraies informations. Ce serait quand même dommage euh, de, de faire l'impasse sur l'apport de cette nouvelle technologie. Euh, je vois pas trop pourquoi. Pareil, on peut du coup se poser la question, est-ce que sur ces cartes mères B660, on aura aussi des cartes mères compatibles DDR5? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de mettre la main sur ces magnifiques cartes mères à venir, mais, euh, mais j'aimerais bien savoir, et je trouve ça quand même un peu dommage. On finit avec Intel, le stock. Voici les 6 modèles de processeurs sortis, annoncés officiellement et sortis de la part d'Intel. Donc on a 2 i5, 2 i7, 2 i9. On voit que le i5 KF et le
i9, KF ont été victimes de leur succès, hein. On voit aussi que Top Achat n'a pas répercuté la baisse de prix que d'autres sites ont répercuté. On voit aussi ça. Mais en tout cas, ils sont toujours disponibles, ce qui est assez fort, hein, franchement. Qui peut se targuer d'avoir des produits tech tout juste sortis et encore disponibles? Pas grand monde. Donc félicitations à eux. Et bon voilà, hein. En vrai, ils sont très bien. En vrai, cette génération est très bien, vraiment très bien. Euh, Elle apporte des nouveaux trucs. Moi, ça, j'adore. Elle est pas si chère que ça, en réalité. Peut-être le seul point noir à l'heure actuelle, c'est le prix des cartes mères Z690 et de la DDR5, qui est pour l'instant c'est un peu élevé. Mais sinon vraiment, encore une fois, un bravo Intel, félicitations, vous avez fait une très belle sortie de produit et ça faisait longtemps qu'on attendait cette 12e génération et une génération chez Intel qui fasse un peu rupture avec ce qui se faisait avant. Et là, c'est plutôt pas mal. Et bah j'avais oublié, il y avait encore une petite news Intel. C'est pour l'Intel du futur et ça va aller très très vite. Pour la 13e génération du coup qui devrait s'appeler Raptor Lake après Alder Lake S. Et juste pour dire que normalement on aura encore la compatibilité DDR4 sur la 13e génération. Pourquoi? Très simple. Elle devrait s'appuyer sur la même plateforme, euh, donc potentiellement les mêmes cartes mères, enfin même les mêmes cartes mères, les Z690, euh, donc toujours compatibilité DDR4, un peu obligé vu qu'on se base sur les mêmes plateformes. Voilà, donc si vous venez juste d'acheter des barrettes de RAM DDR4, ne vous inquiétez pas, vous aurez encore quelques années avant qu'elle soit totalement obsolète. Dernière news, processeur, ça a été un peu long sur les processeurs, je suis désolé, mais il y avait des trucs à dire. Et bon, Intel fait l'actualité, hein. Pour une fois qu'ils font l'actualité en bien, on apprécie. On finit avec les processeurs AMD et une baisse des prix, pas encore chez nous, malheureusement, mais baisse des prix sur les Ryzen 5000, un dernière génération de processeurs sortis de la part d'AMD. Vous savez qu'AMD et Intel sont en décalage sur leur sortie. Donc on attend surtout la prochaine génération. Mais pour ne pas trop se faire distancer en attendant, AMD décide de réduire un peu les tarifs de ces Ryzen 5000. Du coup, on a des baisses sur le Ryzen 5. Il passe de 299 $ à 279. Petite baisse, voilà, hein, tranquille. Surtout sur le Ryzen 7, hein, qui passe de 449 à 299 $. 299 $, c'est très intéressant pour un modèle qui a 8 cœurs et qui est largement suffisant pour la plupart des utilisations. Franchement, assez peu de gens ont besoin de plus qu'un processeur à 8 cœurs dernière génération, vraiment. Donc clairement, que ce soit pour du gaming, pour de la prod, pour du pro, pour du montage, tout ça, on est, euh, on est sur un très très bon processeur à un prix très attractif, 299 $. On attend juste que ça soit répercuté chez nous en Europe pour, euh, pour savoir à combien ça fait en euros, hein, parce qu'on sait les prix en dollars, comme d'hab, hein, c'est hors taxe, donc il faudra ajouter des taxes. Même le Ryzen 9 a baissé de ouais, si, quand même 10%, hein. Donc, euh, donc voilà. Chez nous, ça baisse pas pour l'instant. Pour l'instant, mais ça devrait être répercuté chez nous, hein. C'est quand même assez logique qu'AMD baisse ses prix, sachant qu'en plus, la 12e génération d'Intel a plutôt convaincu. Donc j'imagine qu'ils ont un peu peur que tout le monde se dise bon, maintenant il faut être chez Intel et plus chez AMD, le temps qu'ils sortent leur nouvelle génération. Donc il faut créer un peu d'envie chez le consommateur et baisser les prix, c'est un bon moyen de créer de l'envie. On a fini avec les processeurs, on va parler carte graphique. Est-ce que vous êtes prêts à pleurer des larmes de sang en voyant les prix et les disponibilités des cartes graphiques? Je l'espère parce que c'est violent.
Mais avant de parler prix et disponibilité, on va parler Forza Horizon 5 avec petit test de quelle carte graphique il faut pour jouer à Forza Horizon 5, le dernier sorti. Et d'abord les configs recommandées, enfin minimales recommandées et idéales. On voit que pour la config minimale, franchement on accepte tout et n'importe quoi à partir du moment où vous avez un processeur et une carte graphique dédiée gaming, même si elle a 10 ans, vous pourrez jouer au jeu, ce qui est pas mal, hein, c'est quand même bien de savoir ça. Euh, Seulement 8 Go de mémoire en plus, donc ça va. Bon, après, il vaut mieux quand même se baser sur la config recommandée hein, si vous voulez avoir une bonne expérience de jeu. Et du coup, là, on nous demande voilà, un vrai processeur avec 4 cœurs et quand même 4 cœurs robustes. Ça semble logique hein, quand même. Là-dessus, on tombe pas des nues. Ensuite, une vraie carte graphique. 590, je connais pas trop les anciennes cartes AMD, donc j'avoue que je sais pas trop à quoi correspond la 590 ou une 1070 de Nvidia. 1070 qui est quand même une vraie carte graphique, hein. Bien sûr, elle est plus du tout dans les dernières années, mais en termes de performance, on est quand même sur quelque chose de solide, donc il faut quand même une vraie carte graphique gaming, pas une 3090, hein, juste une vraie carte graphique. Et après, idéal, là par contre, on passe sur un vrai truc, hein. On va chercher processeur 8 cœurs, une carte graphique dernière génération, 6800 XT ou 3080, donc là, sortez votre SMIC. Et bon, là, on reste, le stockage c'est 110 Go, ça ne change pas, et les 16 Go. Donc ça, c'est ce qu'on nous... C'est minimal, recommandé et idéal. Là, effectivement, idéal, si vous avez ça, vous pourrez jouer à la plupart des jeux sans trop vous poser de questions. Le dernier truc qui est intéressant et qu'on parle assez rarement, surtout quand on évoque ces configs, c'est la vraie question, c'est dans quelle définition vous jouez. Parce qu'on va voir, bien sûr, ils ont testé, ils ont fait des petits bench. Et par exemple, ici, vous avez les résultats pour Forza Horizon 5. Graphisme extrême, donc tout au max. Et en 4K. Définition 3840 par 2160, 4K. Donc là, vous voyez que effectivement, il vous faut une carte graphique dernière génération, au moins une 6800 pour atteindre les 60 images par seconde et avoir une expérience de jeu fluide et qualitative. Si vous n'avez pas ça, le jeu en 4K, ça va être compliqué. De toute façon, le jeu en 4K en général, c'est très compliqué si vous n'avez pas du matériel très performant. Mais on voit du coup que le jeu en 4K, c'est très compliqué. Même pour un jeu qui est très bien optimisé comme Forza l'est. Forza est un jeu très bien optimisé. Euh, la 4K, ça reste très peu accessible si vous n'avez pas du matériel hors de prix. Par contre, le 1440p, plutôt accessible à partir du moment où vous avez une carte graphique dernière génération, ça va bien tourner. On voit ici, à partir de la 3060, ça tourne bien. La 2080 aussi, 6800 et au-dessus, ça tourne bien. Là, on est encore en extrême. Si vous voulez absolument jouer en 1440 et que vous n'avez pas une carte graphique dernière génération, il faudra abandonner le pré-réglage extrême et passer en high. Et là en vrai, ça tourne bien. Là, ça tourne bien sur à peu près tout. Si vous avez quelque chose qui n'est pas trop obsolète, vous voyez ici même avec une 1080 ou une 1660 Super comme ma carte graphique est, qui est plus trop à l'heure actuelle, mais avant la période désastreuse des cartes graphiques était une carte graphique plutôt accessible, plutôt correcte pour du gaming. On voit que même avec ça, on va avoir une expérience de jeu correcte, qualitative. Je rappelle qu'on est quand même en 1440p et pas en Full HD. Et pré-réglage high, hein, on ne peut pas mettre en extrême, faut pas déconner. Le dernier point, et moi j'avoue que c'est un qui m'intéresse le plus, c'est le jeu en Full HD, parce que la plupart des gens, surtout sur PC, jouent encore en Full HD, parce que la plupart des moniteurs sont Full HD. Et là on voit que, encore une fois, et pourtant on est en Full HD, l'extrême, c'est chaud. L'extrême, c'est chaud. Si vous n'avez pas du matériel dernière génération, ça se passe mal. Vous voyez ici, à partir de la 3060, on dépasse les 60 images par seconde en moyenne. Sinon, ça va être compliqué alors qu'on est en Full HD. Donc encore une fois, le réglage extrême tout au max. Même sur un jeu très bien optimisé, il faudra du matériel très performant et dernière génération. Alors que
en pré-réglage élevé, ça passe sur à peu près tout. Ça passe sur à peu près tout, vous voyez, même une 1060, ça passe à 980 et passe presque. Vous voyez, donc ça montre aussi que Forza est un jeu très bien optimisé, qu'il y a un vrai travail fait là-dessus, contrairement à d'autres jeux. Mais, mais ça montre bien, et ça j'aime bien le montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une 3090, même une 3080, même une 3070 Ti pour avoir une expérience de jeu dans des bonnes conditions, même sur des jeux récents. Si le jeu est bien optimisé, qu'on est en Full HD, que vous touchez aux 2-3 réglages qu'il faut, vous pourrez avoir une très bonne expérience de jeu avec du matériel qui est un peu plus ancien et un peu moins performant, mais largement suffisant pour faire la majeure partie, la majorité des jeux. Voilà. C'est comme pas besoin d'un i9 pour faire du gaming. S'il vous plaît, le i5 est très très bien pour du gaming et coûte 2 fois moins cher. Donc allez-y les yeux fermés. Mais encore une fois, Forza qui est un jeu qui tourne très bien, bien optimisé, qui est très très beau, vraiment très très beau. Pour le pré-réglage extrême sur les graphismes, il faudra tout de même avoir du matériel cher et dernière génération, au vu du prix des cartes graphiques dernière génération, très cher. On va parler un peu du futur des cartes graphiques, d'abord chez Nvidia avec la 4090, donc la future masterpiece d'Nvidia pour leur prochaine génération, avec des annonces. On va pas tout détailler parce que c'est chiant, mais toujours plus, hein. On parle ici de puissance de calcul de 85 à 92 teraflops, alors que la 3090 est seulement à 37, hein. Donc plus de 2 fois plus en termes de puissance. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est... ah oui, le petit point aussi, c'est que ce sera du 5 nanomètres TSMC. Puis à l'heure actuelle, Nvidia, c'est du 8 nanomètres Samsung. Oui, 8 nanomètres Samsung. Et on va passer à du 5 nanomètres TSMC. Le seul petit point noir là-dedans, c'est que, je sais pas s'il le mentionne. Ouais, voilà, si. Voilà, la consommation. Alors oui, c'est plus de 2 fois plus en termes de puissance théorique. Oui, mais en termes de consommation, on passe sur quelque chose quand même. La carte graphique, elle va pouvoir aller ponctionner jusqu'à 600 watts, ce qui est colossal, hein. En vrai, 600 watts, c'est colossal, hein. La plupart des PC fixes, attention, un PC portable, il va jamais aller chercher 600 watts, mais la plupart des PC fixes n'ont même pas 600 watts comme alimentation. Donc voilà, hein, probablement à la sortie de ces Nvidia RTX 4000, une nouvelle pénurie sur les alimentations euh, haute performance, hein, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vont devoir racheter une alim. Beaucoup de gens n'ont pas une alimentation dimensionnée pour que la carte graphique vienne ponctionner jusqu'à 600 watts. Donc effectivement, en termes de performance, ça régale. En termes de conso, tellement pas. Et bien sûr, quand Nvidia annonce le futur de ses cartes graphiques, AMD le suit dans la foulée avec lui aussi le futur de ses cartes graphiques, hein. Ils vont pas. Intel sort sa génération, eux annoncent une baisse de prix sur leur ancienne génération. Nvidia annonce les caractéristiques de leur future génération de nouvelles cartes graphiques. AMD fait exactement la même chose. Et eux, ils annoncent pas plus de 2 fois, ils annoncent 3 fois plus puissante. Du coup, une 6900 XT par rapport à la 6000, une 7900 XT par rapport à la 6900 XT, qui serait du coup jusqu'à 3 fois plus puissante, qui serait en 5 ou 6 nanomètres, encore une fois TSMC. TSMC, ils vont tout faire. Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur dans ces histoires, c'est que TSMC, ils vont absolument faire pour tout le monde. Et ça peut être flippant. Et bah voilà, hein, jusqu'à 75 teraflops, ce qui est moins que la 4090 de Nvidia, hein. Bon, tout ça est déjà des puissances théoriques et en plus sur du matériel qui n'est pas du tout fini, hein. Donc ça a encore le temps de beaucoup bouger. Mais,
Mais voilà, ils veulent toujours plus, ils veulent en faire toujours plus. On serait 32 gigas, j'étais même pas allé jusque-là, 32 gigas de mémoire, donc plus que la 4090 qui serait encore en 24 gigas. Et pareil, en termes de conso, bon, c'est moins, mais pas beaucoup moins, quoi. Le maximum est moins élevé. Le minimum est tout aussi élevé. Non, en termes de conso, c'est vraiment énorme. J'attends de voir, voilà, ils en parlent aussi. J'attends, moi, surtout, c'est ce qui devrait arriver le plus vite, c'est les cartes graphiques Intel euh, qu'on attend et on nous en parle depuis longtemps, trop longtemps, avec trop peu d'infos. Ça sortira probablement lors du CES. Mais, euh, mais autant, je vais pas vous mentir, autant en termes de puissance de calcul, je trouve ça hallucinant et ouf. Les cartes vont coûter une blinde, hein, ne rêvez pas. Mais autant en termes de conso, moi je suis pas d'accord pour qu'on. Enfin, je trouve ça pas intéressant de se dire qu'à chaque fois, ça va consommer de plus en plus et qu'il va juste falloir acheter une alimentation de plus en plus puissante pour, euh, pour ajouter à notre config ces composants dernière génération. Donc je suis d'accord que ce soit la course à la performance, mais pas au prix de la consommation. Il faut travailler les deux et réussir à trouver un équilibre en allant chercher des performances supplémentaires sans forcément aller taper dans la conso à chaque fois. Parce que là on est un peu en mode à chaque nouvelle génération de cartes graphiques, il faut racheter une alimentation plus puissante. Et ça, c'est un peu dommage, ce qui en plus pose des problèmes sur la disponibilité des alimentations. Avant d'arriver à la disponibilité et au prix des cartes graphiques, on va faire une petite actualisation. On sait jamais, peut-être qu'ils vont avoir remis des trucs. Non, pas du tout. Voici ici, on est sur Top Achat et vous avez du coup, aujourd'hui, on se vendredi 12 novembre 2021. Vous avez très peu de cartes disponibles. J'ai trié et j'ai mis uniquement les cartes graphiques dédiées au gaming. Parce qu'il existe des cartes graphiques bureautiques. Moi, je n'en parle pas de ces cartes graphiques, s'il vous plaît. Donc, uniquement les cartes graphiques dédiées au gaming. Et j'ai mis toutes les cartes graphiques dédiées au gaming, hein, pas que les dernières générations, toutes. Donc là, s'il y avait une 1060, elle apparaîtrait, une 1660, elle apparaîtrait. Juste, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en stock. Parce que j'ai mis que ce qui était en stock. Donc, vous voyez la carte graphique gaming la moins chère disponible là tout de suite maintenant sur Top Achat. C'est une 6800 XT de chez MSI, très bonne carte graphique, là-dessus aucun problème, mais qui coûte la modique somme de 1500 €, ce qui est bien trop cher, même pour une 6800 XT, et c'est la carte graphique gaming la moins chère disponible. Elle coûte 1500 €. La plupart des gens ne mettent même pas ce prix-là dans la totalité de leur config. Donc voilà, on pleure des larmes de sang, et bien sûr ça monte, alors qu'il y a très peu de références disponibles. Et on va jusqu'à 2250 avec une 3080 Ti, toujours chez MSI. Voilà, on a des 6900 XT, des 3080 Ti et des 6800 XT. Une seule 6800 XT d'ailleurs, qui est la seule, qui est la moins chère à 1500 €. Après, on passe direct à 1700. Donc toujours la même chose. Les seules cartes disponibles sont les cartes ultra premium qui valent une blinde. Ensuite, les prix sont largement trop élevés. Même pour les cartes ultra premium machin, une 6800 XT à 1500 €, ce n'est juste pas possible. Il ne faut pas faire ça. Arrêtez, je vous en prie. Et, si vous n'avez pas décidé de lâcher 3 SMIC, il est absolument impossible de se faire une config. Donc le constat est toujours le même. Disponibilité quasi inexistante pour la plupart des références. Des prix qui sont 2 à 3 fois les prix de base. Et, et la situation qui ne s'améliore pas au fil des jours, voire qui empire. À l'heure actuelle, ça a plus tendance à empirer qu'autre chose. Donc, donc au lieu de... Voilà, moi je fais ma... J'assume mes propos, mais au lieu de faire de la communication autour de oui, nos 4090 elles seront 2 fois et demi plus puissantes que nos 3090, et bah je vous en prie, sortez les 3050 Ti et rendez disponibles les 3060 et 3060 Ti que pour
pour que les gens puissent acheter ces cartes dernière génération et ne soient pas obligés de s'endetter sur 10 ans pour acheter une carte graphique, s'il vous plaît. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. On finira là-dessus sur les cartes graphiques. On pourrait passer des heures et des heures à râler sur les cartes graphiques, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose de bien à dire. Elles sont, en termes de performance, elles sont très bien, mais elles coûtent trop cher et elles sont pas disponibles. Donc, les performances, on s'en fiche si personne peut les acheter. Et si les rares personnes qui peuvent en acheter les payent 3 fois le prix, et bah peu importe les performances, ça reste pas intéressant. On finit avec quelque chose qui est plus sympa que, que les cartes graphiques. On va parler jeux vidéo et on va faire un petit bilan des ventes. On commence par le top 10 des ventes sur Steam par revenu. Donc voilà, pas par nombre d'exemplaires vendus, mais uniquement par revenu. Vous voyez que certains titres sont présents parce que c'est par revenu et pas autre chose. On a en tête de ce top 10 Forza Horizon 5 hein, qui est sorti très récemment et qui cartonne. À la deuxième place, on a Age of Empires 4 qui lui aussi est sorti récemment et qui cartonne. Hein, il était à la première place la semaine passée. Et en troisième, on a Elden Ring qui est sorti très récemment aussi. Voire aujourd'hui, non? Peut-être? Je sais plus. Mais voilà. Suivi de New World, encore Forza, encore Age of, Back 4 Blood, FM 2022, on a le Valve Index VR Kit parce qu'on est sur un classement par revenu. Et oui. Et Lost Ark Platinum Founders Pack, encore une fois, histoire de classement par revenu. Donc Forza très fort, Forza très très fort bien sûr. Age of Empires 4 aussi très fort et Elden Ring, voilà, c'est des jeux qui, bon, Age of Empires il est sorti un peu avant, mais sinon des jeux qui viennent truster les premières places instantanément à leur sortie, donc des jeux très attendus, ça ne m'étonne pas de ces 3 premiers titres, honnêtement. Pas peu, je m'attendais à les voir, je m'attendais fortement à les voir. Maintenant, on va voir les top ventes du sel. Le sel, c'est rien à voir avec le condiment. C'est un condiment, le sel? Je dis peut-être des conneries. Mais on ne parle pas du sel de Guérande ici, on parle du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. C'est en gros le regroupement des éditeurs de jeux vidéo en France, pour faire simple. Peut-être pas que les jeux vidéo, mais qui nous donne un petit classement par support. Ça, c'est intéressant. Par contre, on n'a qu'un top 3. Sur PC, on a Age of Empires 4, étonnant, FIFA 22 et Microsoft Flight Simulator. Sur PS5, on a le jeu Gardien de la Galaxie, fraîchement sorti. FIFA toujours présent. FIFA, ils sont toujours là. Et Riders Republic sur PS5. Assez ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sur les Xbox dernière génération, on a aussi le jeu Gardien de la Galaxie, on a aussi Riders Republic et on a aussi FIFA. En fait, on a les mêmes jeux, mais pas exactement dans le même ordre, entre la PS5 et les Xbox dernière génération. Sur PS4, on retrouve encore une fois FIFA, suivi de Riders Republic, ainsi que Far Cry à la dernière place de ce podium. Et sur Xbox One, FIFA encore et toujours. On a un petit NBA 2022 qui est là que sur Xbox One. Pourquoi Xbox One, on ne sait pas. Et le GTA V édition premium. Étonnant aussi de retrouver GTA V sur ce classement. Surtout que là, on est plus dans l'actualité du remaster de GTA que de GTA V. Mais pourquoi pas. Donc des titres plutôt attendus, honnêtement. Alors, pas étonné de ne pas voir Edge of dans les autres trucs parce qu'il est disponible que sur PC, hein, bien sûr. Mais, mais j'avoue que je suis un peu étonné de Microsoft Flight Simulator. Voilà. Sans. J'ai rien contre le jeu, hein, c'est un très bon simulateur de vol et tout. Déjà, c'est un semi-jeu, hein, faut quand même savoir. Mais moi, j'aurais bien vu un Riders Republic. Voilà. J'aurais bien vu un Riders Republic à la place
de Microsoft Flight Simulator. Après, c'est les stats, hein. Les stats ne mentent pas, les chiffres sont la vérité. Donc assez intéressant de voir ce qui marche en ce moment, et honnêtement rien de très étonnant, je vous dis, à part Microsoft Flight Simulator et peut-être Far Cry 6. Je suis pas étonné que Far Cry 6 marche, hein. Vous voyez que la semaine précédente, il était deuxième des ventes sur PS5, mais je suis étonné qu'il soit présent que sur PS4 en troisième position et qu'il apparaisse nulle part ailleurs, alors que c'est aussi un jeu qui est assez récent. Il est un peu plus vieux que les autres, mais assez récent, et qui a eu une grosse campagne de communication tout de même. En tout cas, voilà, petit point vente des jeux, ça régale, et on aura terminé là-dessus. J'espère que je vous aurai appris des trucs, j'espère que je vous aurai pas tous endormis et que vous n'êtes pas barrés au premier mot technique. Euh, Comme d'habitude, déjà je vous remercie d'avoir été là. Bon, il n'y a pas eu énormément de monde, mais il y a eu un peu de passage et c'est toujours agréable. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit message comme l'a fait Elado dans le chat. C'est toujours très agréable d'avoir des messages quand on a peu de spectateurs. Ensuite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais j'en profite pour faire ma petite pub. Suivant où vous voyez cette vidéo, il y a une petite chaîne YouTube qui existe. Sauf si vous le voyez sur YouTube, dans ces cas-là, vous le savez déjà. Il y a un petit Discord qui existe pour échanger, poser des questions tech et tout. Personne n'ose pour l'instant, mais allez-y, hein, posez les questions, conseils, tout ça. Moi, je serais ravi de pouvoir vous aider si j'en ai la capacité, ou vous renvoyer vers quelqu'un qui est plus compétent que moi. Et voilà, bah sinon il y a Twitch, hein, bien sûr, petit Twitch, lâchez un petit follow, ça régale, c'est gratos, et ça me fait très plaisir. C'était bon pour ma petite partie comme... Non, si, il y a aussi un Twitter et un Instagram, voilà, si jamais. Bon, j'avoue que je suis très peu actif sur les réseaux sociaux, pas très réseaux sociaux, mais si c'est votre truc, pareil, hein, vous pouvez lâcher un petit follow, un abonnement, je sais même plus comment ça s'appelle sur, sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression d'être un boomer quand je parle des réseaux sociaux. Quel enfer. Euh, voilà, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. C'était un bon petit point actu hardware. Il y avait pas mal de petites news intéressantes. Si vous avez des retours à me faire, que ce soit sur le fond, la forme ou quoi que ce soit, allez-y, je vous invite à le faire, soit directement dans le chat Twitch, soit petit commentaire sur YouTube. Ne vous privez pas, tant que ça reste constructif et bienveillant. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Si c'est pas constructif ni bienveillant, il y aura moins de plaisir, je vous avoue. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Je sais pas encore trop quel jour, ce sera mercredi, jeudi ou vendredi. Pas encore fixé, mais je ferai un petit programme qui est disponible sur tous mes trucs, réseaux sociaux, Discord, tout ça, Twitch. Petit programme pour vous dire quel jour ce sera le prochain pour Actu Hardware. Mais ce sera la semaine prochaine, sans faute, promis. J'ai fait quelques semaines sans point Actu Hardware, mais ça ne devrait pas se reproduire. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, et à la semaine prochaine pour d'autres news et Actu Hardware.